C'est la reprise après ce café. Donc, Patrice Meyer-Bisch est arrivé. Voilà. Ce n'est pas Zorro qui est arrivé, c'est Patrice Meyer-Bisch. Donc, philosophe, qui donc a une chaire à l'université de Fribourg en Suisse. Donc son travail depuis 25 ans porte sur les droits culturels. Voilà, donc les droits culturels qui sont bien évidemment des droits attachés à la dignité de la personne. C'est pour ça que la fédération s'est emparée de ce combat et porte les droits culturels. Je vous laisse la parole et on se retrouve ensuite pour les ateliers. Merci beaucoup, chère présidente. J'ai appris que vous étiez présidente. Voilà. Bonjour à chacune et à chacun. Les droits culturels en action. La République s'est mis dans le manifeste. La République, ça veut dire qu'il a une responsabilité publique. Donc je vais parler en étroite corrélation entre liberté et responsabilité. Droit culturel, c'est des libertés culturelles et c'est des responsabilités culturelles. L'action publique. Comment est-ce que le tissage culturel, les liens culturels, permet de faire la texture d'un espace public? Qu'est-ce qu'il y a ici de spécifique? Et comment l'art, parmi les autres domaines culturels, est un tisserand fondamental de cette étoffe publique. Dans l'introduction qu'il m'a proposée, il est mis changer de paradigme, comment passer de l'accès aux œuvres à la prise en compte des personnes. Eh bien, l'approche par les droits de l'homme, ce sera mon premier point, je vais faire deux parties. L'approche par les droits de l'homme, précisément, implique que la relation de droit, au sens du droit fondamental, nous on voit le droit souvent comme un cadre, ça, et donc on va encadrer l'action. Alors, vous aimez sûrement pas trop ça, vous. Prenons plutôt le droit dans son étymologie de la loi, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un droit à ce niveau fondamental en particulier? C'est le lien le plus direct entre un être humain et un autre, un être humain qui est porteur de droits, c'est-à-dire qui vit une nécessité, qui a un besoin de l'autre, et un autre qui est porteur de devoirs. Donc la rectitude du droit, c'est ce fil tendu, si vous voulez, qui précisément est dans son essence même une relation sociale, une relation juste, une relation ajustée. Donc, en premier point, cette approche basée sur les droits de l'homme, ça signifie que l'espace public est tissé par les libertés publiques. L'espace public, c'est donc cet espace social qui est traversé par des paroles, principalement ça. Quand on dit parole, c'est pas seulement ce que je suis en train de faire. Parole, c'est toutes les formes de saveur, au sens de savoir, les savoirs vivants. Donc c'est évidemment traversé par les images, par les gestes, par les structures physiques. En ce sens, les droits de l'homme constituent la grammaire de la démocratie. Nous sommes dans des démocraties qui aujourd'hui encore sont sous-développées. Lorsque, au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, il y a eu le débat pour adopter cet article 103 sur la loi NOTRe, puis ensuite pour la loi création, eh bien, la plupart de nos parlementaires n'avaient aucune idée que les droits culturels sont déjà, depuis longtemps, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à l'éducation et le droit de participer à la vie culturelle, 2, dans le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels que la France pourtant avait ratifié. Ils sont allés chercher la convention de l'UNESCO de 2005, parce qu'elle est plus récente, mais qui, elle, ne parle pas de droits culturels. Donc on a quand même un problème
j'allais dire, d'inculture politique. Si nos démocraties ne sont pas fondamentalement, véritablement ancrées, j'allais dire tissées, construites sur ce faisceau de droits qui est à la fois des libertés et des responsabilités, eh bien ça veut dire que notre citoyenneté est vide. Ça veut dire que chaque droit de l'homme, c'est comme un grand écart entre un idéal et la façon de le réaliser avec d'autres. Ce n'est pas simplement des revendications qui sont ici, qui font que les gens vont manifester dans la rue ou ailleurs, mais c'est véritablement comme on a par rapport à ces enfants, il faut faire un tissage de responsabilités pour assurer les droits et les libertés de nos enfants grandissants qu'on ne connaît pas encore. Donc on ne sait pas d'avance quels sont leurs droits, quel est leur contenu, on ne sait pas d'avance quelles libertés ils pourront prendre, on ne sait pas d'avance ni quand ils pourront prendre toutes ces responsabilités plus fortes encore, si possible plus fortes que celles que nous avons. Et donc pour pouvoir répondre à cette responsabilité, la responsabilité par rapport à nos enfants, c'est déjà une responsabilité publique, puisqu'elle est garantie par la loi fondamentale, eh bien nous avons ce tissage à faire. Donc quelle est la place des libertés culturelles dans ce tissage? C'est pas mal de mettre les libertés avant les droits, c'est synonyme, hein, enfin c'est pas synonyme, c'est deux versants. Vous avez le droit, c'est-à-dire l'égalité de droit. Vous avez les libertés, responsabilités, c'est-à-dire fraternité. Et vous avez bien fait dans le manifeste de reprendre la devise républicaine en y ajoutant la diversité. Parce qu'effectivement, la diversité, c'est ça qui va faire notre démocratie. Et en France, on a bien besoin de la mettre au cœur maintenant. Alors oui, ce qui fait les libertés culturelles, c'est véritablement la liberté de dire que chacun a le droit de s'entendre dire « ton histoire m'intéresse ». Ton histoire m'intéresse dans ta façon d'éduquer ta fille, dans ta façon d'être frère ou père, ta façon d'être collègue, ta façon d'habiter à tel endroit. Tu peux vivre, ce n'est pas garanti, mais tu peux vivre quelque chose de singulier qui nous intéresse, qui est original. Donc tu dois pouvoir trouver les capacités de lire, de dire, d'exprimer ce qu'il y a de tout à fait singulier en toi. Et ce qui est paradoxal, c'est ce qu'il y a de tout à fait singulier en toi, c'est quelque chose d'universel. Le rapport au sang, le rapport à la souffrance, le rapport à la mer, le rapport au sable, le rapport au sexe, le rapport à la tendresse, le rapport à l'arbre, etc., etc. Et tout ça que nous avons, chacun peut le vivre d'une façon originale. Ce qui nous intéresse dans les libertés culturelles, dans les droits, responsabilités, c'est que la culture, c'est notre peau. Elle est, vous avez dit espace public, espace sensible, oui. Ça veut dire que si quelqu'un vous touche pour vous caresser ou pour vous frapper, il vous touche en surface, à l'évidence, et en même temps en profondeur. Et toutes nos expressions culturelles sont comme ça un travail, évidemment, d'impression-expression, espace intime, espace extime. Pourquoi on ne parle pas plus d'extimité? C'est Lacan qui a introduit ce mot, semble-t-il. Il y a aussi le journal L'Extime de Fournier. Il y a Serge Tisserand qui en a parlé, quelques autres, François Julien, un petit peu. L'idée, c'est quoi? Ce qui est inter, ce qui est au-dedans de nous, c'est bien. Ce qui est intérieur, c'est un peu plus, c'est le comparatif. Ce qui est intime, c'est ce qui est vraiment quelque chose de secret, n'est-ce pas? Ce qui est externe, c'est dehors. Ce qui est extérieur, c'est un peu plus loin. Mais ce qui est extime, c'est quoi? C'est quelque chose que nous avons en secret et que nous pouvons mettre dans un tas d'encre sèche sur du papier, que nous pouvons mettre dans une scénographie, que nous pouvons mettre dans un tableau, sur une toile, dans un film, que nous pouvons exprimer par notre gestuelle, que nous pouvons mettre sur notre peau, sur notre corps, dans notre voix, dans nos chants, etc. Donc là, l'espace public, on voit bien que ce n'est pas seulement un espace extérieur. La rue n'est pas que la rue. L'espace public est aussi un espace intime, et c'est en cela qu'il a quelque chose de sacré, passez-moi l'expression. Sacré, pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a du face-à-face qui se fait
entre nous. C'est là qu'il y a du face-à-face qui se fait avec n'importe qui. Et le n'importe qui, c'est ça le public. Un espace public, c'est un espace qui est sous la responsabilité du public. N'est-ce pas? Donc c'est n'importe qui ne doit pas marcher sur la pelouse, ou au contraire, qui en est autorisé. C'est n'importe qui ne doit pas tenir des propos racistes. C'est n'importe qui ne doit pas faire la gueule tout le temps. C'est n'importe qui, etc., etc. Et cet aspect du n'importe qui exprime cette égalité fondamentale. C'est l'espace dans la rue aussi, vous avez dit dans le manifeste, un espace de jeu, très bien, oui, mais c'est aussi un espace où il y a des SDF, il y a des mendiants, il y a de la souffrance, il y a de l'inhumanité, de l'anonyme au sens le plus négatif. Donc lorsque nous prenons, vous avez cité dans le manifeste la définition que nous avons reprise de l'UNESCO de 82, une définition large de la culture, mais que nous avons rendue concrète et opérationnelle. Pourquoi? Parce que nous l'avons centrée sur chaque personne humaine et non pas la culture en général, ce qui serait un flou terrible. Mais effectivement, cette possibilité pour chacun de dire sa dignité par toutes les formes de gestes et de communication, d'échange, de production de savoir. Ce sens large est donc opérationnel parce qu'il est fondamental, parce qu'il touche chacun. Est-ce que c'est une approche individualiste? Vous avez dit tout à l'heure, enfin, j'ai rappelé tout à l'heure ce que vous mettiez dans le programme, il faut changer de paradigme. Comment passer de l'accès aux œuvres à la prise en compte des personnes? Le discours qui consiste à dire tout doit être centré sur la personne. Ça a quelque chose d'un peu moralisant, vous ne trouvez pas? Si vous mettez l'enfant au centre de la famille, c'est pas top. Si vous mettez quelqu'un qui est allocateur du RSA au centre du dispositif, il n'est pas très à l'aise, surtout quand il est jugé. Ce n'est pas l'individu qui est au centre, c'est un tissage, c'est nos relations sociales. C'est chaque personne comme nœud social. Ça ne veut pas dire qu'il est confondu dans une masse, dans un collectif. Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes des nœuds dans le tissu social, capables de nouer librement et de dénouer librement. Et que ça veut dire que nous sommes aussi des tisserands de ce tissu social. Ça veut dire aussi que nos ouvrages culturels sont comme des métiers à tisser. Ça veut dire donc que si on regarde ce que c'est que le lien social, quelle est la qualité du lien social? C'est le savoir qu'il porte. Hein? Ce qui fait le social, ce qui fait la production du social, c'est bien une production de savoir. Quand on dit production, ça veut dire croisement. De savoir qui n'est pas tout seul comme ça, mais qui se fait par croisement, d'entrechoc de savoirs différents. Autrement dit, on ne peut pas simplement avoir une approche alternative et de dénier l'accès aux œuvres pour passer au respect de la personne. Il faut les deux. Au mois de 24, ou 23, je ne sais plus, 24 février, il y a de nouveau une journée au Sénat sur le droit culturel qui est organisée par le Sémaphore, qui est une association avec des handicapés, et ils insistent beaucoup sur l'accès des handicapés à la culture. Et évidemment, ils n'ont pas tort. Si vous avez des gens qui vivent dans un endroit où il y a très peu de ressources culturelles, je ne dis pas, comme dit des fois une drac, qu'il y a des déserts culturels, parce qu'en fait, c'est peut-être qu'ils ne voient pas où sont les ressources culturelles. Mais il reste qu'il y a des endroits où, effectivement, on a une déculturation systématique, des endroits où c'est la malbouffe qui prime, des endroits où le logement est vraiment quelque chose d'inhumain, des endroits où, comme vous le dites ici, les rues ne sont que des lieux de flux incessants, donc inhabitables. En Tunisie,
il y a encore 5 ou 6 ans, il pouvait y avoir des villes de 100 000 habitants dans lesquelles il n'y avait pas un cinéma. Il peut y avoir donc des zones, on peut dire, délabrées, des zones de pauvreté culturelle. Vous voyez ce que ça veut dire, pauvreté culturelle? C'est quelqu'un qui n'a pas accès aux œuvres et quelqu'un qui est désœuvré. Quelqu'un qui est désœuvré, ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut passer dans ses mains. Quelqu'un d'A.T.D. Carmonde me disait « Quand je vois la ville, je sais d'avance que mes enfants n'y mettront jamais les mains. Ils n'y participeront pas. Ils sont exclus par l'extrême pauvreté. » Donc, la question est celle-ci. Oui, chaque homme, chaque femme est libre et a ce droit. Chaque homme, chaque femme compte. Et il a donc ce droit de participer à la vie culturelle. Chaque homme, chaque femme, en plus, est comptable de ce droit des autres. Mais accéder à la vie culturelle, qu'est-ce que c'est la vie culturelle? C'est bien le croisement de ce qu'on pourrait appeler des ouvrages. Donc on est un peu piégé en France par la notion d'œuvre qui est un peu sacralisée, n'est-ce pas? Si on prend la notion d'ouvrage, la belle ouvrage, si on prend la notion de ce que c'est que ouvrager, alors à ce moment-là, on pourra dire que qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? C'est simplement une étape intermédiaire, comme celle-ci. Ça, c'est une œuvre culturelle, n'est-ce pas? Donc, vous l'avez produite, un certain nombre d'entre vous l'ont produite, et puis évidemment que ce n'est pas quelque chose qui est final, c'est une étape. Donc c'est une étape dont vous allez vous emparer pour continuer à ouvrager. Voilà. Donc la vie culturelle, c'est quoi? C'est toute une série d'intermédiaires. Comme les mots que j'emploie maintenant, c'est mon ouvrage, et puis vous en faites ce que vous voulez, n'est-ce pas, pour ouvrager ça, pour le rejeter, pour le reprendre, le repeloter, le retricoter autrement, en faire autre chose. Alors c'est important, parce que vous avez, si vous voulez, d'un côté, et c'est ça les droits de l'homme, une approche que souvent on appelle individualiste, que j'appellerais personnaliste, pour ne pas être dans un individualisme de masse comme on connaît beaucoup aujourd'hui, mais une approche personnaliste où chaque homme est, je vous disais, lien social, nœud dans la société, mais libre, pas noyé dans une masse, n'est-ce pas? C'est ça ces droits fondamentaux, libre de faire société, libre de se référer à une famille, libre de se référer à une association professionnelle, à une troupe artistique, à une activité, à un parti politique, à autre chose, à un groupe d'amis, et libre d'en changer après. Mais on insiste donc sur cette responsabilité personnelle, mais en même temps, on va insister sur le fait que les droits de l'homme, c'est une relation sociale à chaque fois, et que l'objet du droit, dont on n'entend pas souvent parler, ici, c'est la vie culturelle, dit en général. Mais ça peut être l'usage d'une langue, l'usage, une pratique artistique. Ça peut être aussi, évidemment, une pratique scientifique. Ça peut être la pratique de la cuisine, de l'habitat, du vêtement. Eh bien, chaque fois, l'objet, il est social. L'objet, c'est quoi? C'est ce médium, c'est ce lien où on se retrouve. Dans la langue que nous échangeons à présent, la langue, c'est quoi? C'est une grande maison hospitalière avec plein de pièces. Et chacun des mots que nous employons a 5 ou 6 sens au moins avec lesquels nous travaillons, nous jonglons, nous passons de l'un à l'autre, d'un envers à l'endroit, de sa surface, de ses arêtes, du ventre mou de chaque mot, et à la fois de sa puissance, de ses couleurs, des capacités de contraste qu'il peut avoir avec le mot voisin. Eh bien, c'est bien dans ce travail des mots, dans ce labeur des mots, pour ne pas dire ce labour sur les mots, que on fait quoi? Eh bien, on se rencontre. N'est-ce pas? Une œuvre dans ce sens, un ouvrage, une activité, une pratique culturelle en général, c'est quoi? Eh bien, c'est véritablement cette pâte dans laquelle on peut travailler ensemble. Donc, nous avons une approche qui est encore une fois rigoureusement personnaliste. Chaque personne compte. Et c'est ça qui est central. Et c'est ça qui fait la citoyenneté. Et c'est ça qui fait la démocratie. Mais pour que chaque personne compte, il faut entretenir pas simplement un paquet d'œuvres dans un musée, nous sommes d'accord, il faut entretenir un écosystème culturel riche. Un écosystème culturel riche, c'est donc un ensemble de relations dans lesquelles les savoirs peuvent interférer.
Et donc c'est là-dessus, évidemment, qu'on doit pouvoir travailler pour faire le lien entre les droits culturels en action, je traduis maintenant, les droits culturels en interaction, si vous me passez l'expression, en interaction systémique. C'est-à-dire où nous sommes dans des écosystèmes. Voilà. J'ai une amie au Burkina Faso, où je travaille beaucoup, qui écrit éco, E-C-H-O, écosystème. C'est assez joli pour dire on se fait écho, n'est-ce pas? Comme entre les arts, on se fait écho. Comme dans les gestes de tendresse, on se fait écho. Dans le dialogue en général, on se fait écho. L'écho peut parfois être dur, il peut aussi être méchant. Donc participer à la vie culturelle, ça veut dire 3 niveaux. Ça veut dire accéder, oui, accéder parce que j'ai besoin, étant enfant, étant adolescent, étant adulte et encore étant âgé, j'ai besoin que quelqu'un me montre une nouvelle façon d'admirer. J'ai besoin que quelqu'un me montre une façon de vivre ma sensibilité, mes 5 sens, qui en somme forment une sensualité. J'ai besoin que quelqu'un me montre comment le corps peut se déployer en intelligence dans tous ses membres. J'ai besoin constamment d'apprendre cela. Donc j'ai constamment besoin d'accéder à l'ouvrage. J'ai constamment besoin d'accéder au travail culturel en acte. C'est ça, en action. J'ai constamment besoin d'apprendre. Donc ne soyons pas dans une logique alternative, mais remettons les œuvres au centre du corps propre. C'est mon corps qui travaille à chaque fois. Mon corps est une œuvre. C'est pas ? Le maçon qui travaille, qui fait son mur, eh bien, il a fait son mur, mais il a fait sa main, il a fait son ventre. Le musicien, il fait évidemment son corps en même temps qu'il incorpore quelque chose de son instrument. Et quand on dit il fait corps avec, ça n'est pas qu'une image. Ça veut dire qu'effectivement, biologiquement, tout son système est organisé, s'organise, se construit, se développe, se travaille parce qu'il est travaillé. Nous sommes travaillés. Donc il faut prendre ce sens du travail intime et extime. Intime parce que ça me travaille à l'intime, et c'est bien parce que ça me travaille à l'intime que je peux mettre en dehors, dans un espace public, quelque chose qui reste secret. Et que quelqu'un d'autre que je ne connais pas pourra s'emparer de ce secret et le comprendre, l'approprier à son tour, se faire travailler à son tour, de se mettre en travail. C'est pas ça la magie de la culture? Comment est-ce que quelque chose qui est intime à quelqu'un, qui va l'exprimer sur une scène de théâtre, qui va exprimer avec sa chair, avec son sang, avec sa mémoire, avec les mots tels qu'il a vécu, qui va interpréter une écriture, le texte, qui va interpréter une autre écriture, la scénographie, qui va interpréter une 3e écriture, celle des vêtements, une 4e, celle des décors, une 5e, celle de l'architecture de l'espace. Et ensuite, et en même temps, il va interpréter ça avec d'autres. Et qu'il va faire vivre cette correspondance des 5 sens, où les mots vont prendre les 5 sens, où les 5 sens vont porter chacun les mots, aussi bien au niveau visuel que auditif, etc. Et voilà que quelques-uns qui sont aussi publics, c'est les acteurs qui sont d'abord publics. Hein, il n'y a pas l'artiste et son public, c'est idiot comme vocabulaire. Ici, c'est l'artiste qui est d'abord public. Il joue un rôle public. Il convie au public. Et le public, c'est quoi? C'est cette interaction. Il n'y a pas le public qui est assis. Vous êtes assis là, mais ça travaille. Et nous sommes dans un acte public en ce moment qui est une interaction publique. Alors quelqu'un qui est... Il y a l'acteur public qui invite. Il y a des gens qui viennent, ils sont invités à participer à cette action publique, donc à ce travail, où on va travailler sur quelque chose de plus ou moins intime et on va essayer de l'extimiser. Et voilà que quelqu'un va être bouleversé, peut-être, par ce qui se passe sur la scène. Il va être bouleversé, pourquoi? Parce que voilà, quelqu'un qui a joué le rôle de salaud,
Il n'est pas forcément salaud, mais il joue un rôle de salaud. Il le joue avec tellement d'authenticité, ça fait bien écho aux autres acteurs de la scène, et que ça fait bouger. Ça fait bouger, et voilà quelqu'un qui a l'impression qu'il est vraiment travaillé en profondeur, et que ça lui apprend des choses extraordinaires. Et encore une fois, ce qui est paradoxal, c'est que là où on est le plus intime, là où notre identité est en jeu, c'est pas simplement parce qu'on est breton, parce qu'on est basque, parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela, parce qu'on serait différent. Non, c'est parce qu'on a quelque chose qui est universel en soi, et c'est universel qui est intime, je disais tout à l'heure, ce rapport au sexe, ce rapport à la tendresse, ce rapport à l'âge, etc. Voilà que ça peut être mis en jeu. Mais ça ne peut pas être extériorisé, tout simplement, ce n'est pas la télé-réalité. Donc il faut ce travail d'extimisation pour lui donner une traduction sensible, pour lui donner un vêtement sensible qui convienne. Donc c'est le droit d'accéder. Ça veut dire le droit de pratiquer, puisqu'on accède à une activité en la pratiquant. Donc il faut que quelqu'un me montre l'admiration pour m'éveiller, pour me libérer. La libération est le fruit d'une admiration. Libérer ses capacités, et que à ce moment-là, je pratique. Et troisième niveau de la participation, je peux contribuer. Et on est dans le domaine notamment de la création. Pour préciser un tout petit peu, vous avez vu dans la déclaration de Fribourg, j'en ai ici un petit paquet, mais j'en ai pas pour tout le monde, mais bon, vous trouvez ça facilement sur Internet. Vous avez aussi un commentaire article par article qui sera aussi bientôt sur Internet, parce que maintenant il va être en open source. Vous avez donc 8 droits culturels, qui est une forme, une façon de déployer, n'est-ce pas, cet ensemble de droits. Je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler, peut-être dans la discussion. Et puis, vous avez aussi les dimensions culturelles des autres droits de l'homme. N'est-ce pas ? Si vous faites les arts dans la rue, vous touchez la notion d'habitation. On va en parler. Le droit à l'habitation, on appelle vulgairement le droit au logement. Mais le droit au logement, ce n'est pas seulement le droit d'avoir un toit et une salle de bain. Le droit au logement, c'est le droit d'habiter. Et le droit à l'habitation, ça veut dire d'être à un endroit où on peut à la fois se recueillir, à la fois se protéger et à la fois inviter, rencontrer. Donc le droit à l'habitation, ce n'est pas seulement le droit de sa maison, c'est aussi ce qui est autour de sa maison, et c'est aussi l'habitation de la rue, l'habitation de la ville. Et donc, bien entendu, quand vous avez quelqu'un qui a été SDF pendant très longtemps, et que vous avez une association, je parlais d'ATD Carmonde, et puis il y en a d'autres, qui lui trouve un logement, eh bien, ça ne suffit pas de lui dire « Ah, ça y est, maintenant, tu vas pouvoir être au chaud, tu vas pouvoir élever tes enfants à un endroit correct, n'est-ce pas ?» Non, il y a toute une culture qui doit revenir. C'est une culture du temps. La culture du lieu est une culture du temps. Il faut que les enfants soient avec le goûter prêt à 7h30 à l'école ou à 8h. Il faut que, etc. Il y a tout un rapport aux objets aussi qui est là. Et dans la rue, évidemment, moins évidemment, on a cette question-là. Donc il y a la dimension culturelle de tous les autres droits de l'homme, et plus spécifiquement, le contenu culturel des libertés civiles. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression si on n'a aucun moyen d'expression? Qu'est-ce que c'est que la liberté d'association si on n'a pas de savoir pour s'associer? Qu'est-ce que c'est que la liberté de penser si on a une langue qui est pratiquement morte? Qu'est-ce que c'est que la liberté de conscience si on n'a pas l'expérience de la dialectique, du débat? La conscience, c'est quand on est écartelé quelque part. Et si vous êtes dans un système autoritaire, dans un système bureaucratique, que ce soit à l'intérieur d'une entreprise, d'une administration ou d'un État, et que là vous êtes dans une pensée unique, voire à l'université, et que à ce moment-là votre conscience elle est raplapla, oui, et vous avez des gens qui sont très instruits, qui peuvent être grands patrons d'entreprise et qui ont une conscience manifestement raplapla. Vous avez aussi des politiciens qui sont un peu comme ça, non? Et etc. Et puis nous aussi, notre conscience, elle doit pouvoir toujours s'écarter. Donc qu'est-ce que c'est que nos libertés de pensée, de conscience, de religion, pour prendre les libertés classiques,
y compris de ne pas avoir de religion, nos libertés d'association, nos libertés d'information, si nous n'avons pas une puissance culturelle. Qu'est-ce que c'est que notre puissance culturelle, notre puissance de savoir? Eh bien, c'est notre capacité d'être touché et de toucher. C'est une façon de le dire. Hein, si ma culture est une peau, c'est bien cette surface tactile, si vous voulez, qui est cette possibilité de me laisser imprégner, c'est cette frontière, mais qui est aussi mon espace de communication, mon écran, par lequel je m'expose. Alors, pour pouvoir avoir cette richesse, comme dans l'expérience du théâtre. Dans l'expérience du théâtre, vous avez effectivement les 5 sens. Vous avez une interdisciplinarité, si vous voulez. Et c'est bien cette multiplication de sens qui fait que, à ce moment-là, la surface, on pourrait dire, la surface de contact est multisensorielle. Et donc, on a beaucoup plus de chances de pouvoir développer cette puissance de toucher et d'être touché. Cette puissance aussi de choisir et d'être choisi. Plus j'ai des choses à dire, plus c'est des choses à dire qui viennent, j'allais dire, de l'intime. Pas de l'intime au sens où vous avez quelqu'un qui, dès que vous le connaissez, il va vous raconter sa vie. C'est pas ça, n'est-ce pas? Mais que vous avez quelqu'un qui est capable de témoigner de quelque chose de profond, que ce soit dans un roman, que ce soit par un travail historique, que ce soit par la danse, et bien que, à ce moment-là, il arrive à déployer votre capacité de choix. Vous dites, oui, c'est ça que je veux. C'est ça que je ne veux pas. Et c'est parce que vous avez cette capacité de choix, autrement dit votre identité, mais votre identité comme force, comme lieu d'hospitalité, comme lieu de contact, comme lieu de combat, qu'à ce moment-là, vous avez aussi la capacité d'être choisi. Parce que vous êtes porteur, parce que vous êtes porté. Ça, c'est, vous voyez, la richesse culturelle, je parlais de pauvreté culturelle, de richesse culturelle. Je suis porté, donc je suis porteur. Je suis porté, donc je suis porteur, donc j'ai choisi, donc je peux être choisi. Vous avez des gens qui n'ont pas cette chance. Parce qu'ils n'ont pas vécu la puissance de l'admiration. Parce que personne leur a montré véritablement ce qu'était une forêt, ce qu'était l'écorce d'un arbre, tout ce qu'il y avait sous les cailloux. Et je prends l'exemple de la forêt, vous pouvez prendre tous les autres exemples. Donc qu'est-ce que c'est qu'un écosystème culturel? Un territoire informé par un maillage de ressources culturelles. Un territoire informé, et je prends informé au sens informatique, on est en systémique, c'est-à-dire que l'information, ce n'est pas simplement un message qui vient de là à là, l'information est quelque chose qui structure, hein, qui informe le système. Et donc un espace public, en ce sens, est clairement un écosystème culturel. Et pour qu'il soit vraiment public, il faut qu'il soit vraiment cultivé. Il faut qu'il soit vraiment travaillé. Alors on développe ça dans le programme Paideia, dont vous avez entendu parler. Vous trouvez ça sur droitculturel.org, hein, qui est où on fait une analyse des cas d'école dans le travail social, dans les politiques culturelles, pour voir au regard des droits culturels ce qui fonctionne. Mon deuxième point, l'habitation de la rue comme espace public. Vous avez la dialectique espace-territoire qu'on connaît dans plusieurs courants géographiques. L'espace, c'est les pas. Le territoire, c'est un espace habité, travaillé, écrit. La rue, c'est du passage, les pas. Mais c'est en même temps, elle est écrite. On est obligé de suivre la rue. Enfin, peut-être pas vous, mais en général. Et donc, vous avez une architecture de la ville, un urbanisme avec le traçage des rues et des places. C'est un espace ouvert, où l'art, effectivement, peut y trouver ses libertés. Le territoire, c'est un espace approprié, écrit, où l'art doit y exprimer sa responsabilité. On le voit dans l'architecture, qui est quand même un art de la rue, pas seulement, puisque l'architecture c'est interne et externe, évidemment, mais je vais essayer de montrer que la rue aussi. Pourquoi?
Embellir la rue, c'est pas seulement la décorer, c'est faire que la rue soit elle-même une œuvre culturelle, une maison, une façade, mais aussi l'intérieur, une œuvre culturelle. En architecture, on dit, vous savez que la maison, c'est quoi? C'est une sculpture habitée. Eh bien, la rue, évidemment, on peut le dire de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est un prolongement de sa peau. On correspond aux objets. La façade ressemble un peu au visage. On correspond au grain des pierres, du bois, au verre, au béton et à l'eau qui peut passer. Et comme on correspond aux lumières, bien, bref, elle est multisensorielle et il est complètement important qu'elle soit multisensorielle avec des médias. Comme la petite statue en bronze qui est assise sur un banc et qui vous fait du clin de l'œil, et puis chacun vient s'asseoir dessus pour faire la photo. Alors vous avez ces objets un peu magiques, comme dirait Bachelard, des objets sujets qui sont un peu comme des médiateurs. L'arbre aussi est un médiateur, il a quelque chose de vivant, entouré de pierres ou de pavés ou d'autres choses ou de verre. Donc c'est un lieu ouvert au public, et vous l'avez écrit, c'est aussi un lieu affecté à un service public. Avec ce problème qui se pose, qui est celui de l'équité territoriale, je vous disais tout à l'heure, je ne dirais pas qu'il y a des déserts culturels qui seraient définis par quelqu'un, mais il y a effectivement, comme en écologie, il y a des écosystèmes qui sont véritablement appauvris, qui sont délabrés, où le droit des personnes est systématiquement violé, ignoré, violé, bafoué, inconnu. Donc l'art comme travail d'habitation des communs. Vous avez réfléchi sur le lieu, le rapport entre la notion de public, la notion de commun et la notion ordinaire. C'est assez formidable, assez extraordinaire. Pourquoi? Public, vous avez encore le quatrième, pardon, c'est banal. Vous savez ce que c'est qu'un four banal? Vous savez ce que c'est aussi en droit quand on dit que quelque chose est mis à banc, comme on publie les bans du mariage, par exemple, ça veut dire que c'est exactement le même sens que public. Alors banal, on voit bien que c'est tout à fait banal, c'est tout à fait ordinaire, et en même temps banal, ça veut dire que c'est ouvert à tous. Oui. Public, c'est ordinaire, c'est quelque chose de public, c'est des WC publics, ça peut être... Oui, mais en même temps, c'est le service public. Et c'est ouvert à tout, et en même temps, il y a quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est porteur de l'égalité. Le discours aujourd'hui sur les communs, c'est la même idée. L'eau est commune, mais aussi un champ peut être commun. La nourriture, c'est un bien commun dans ce sens-là. Non seulement la nourriture, mais toute la chaîne alimentaire, d'une agriculture responsable, éco-responsable, à une alimentation et une consommation éco-responsable, on pourrait dire donc beaucoup mieux cultivée, une culture bien mieux cultivée. Alors c'est du commun. Ici, un commun qui devrait être ordinaire, qui malheureusement ne l'est pas assez. Comme l'école publique est une école qui est commune, où tous les enfants doivent pouvoir y devenir intelligents, et puis vous avez beaucoup d'enfants qui y sont en fait discriminés. Alors cette ambiguïté du public, elle est puissante, cette ambiguïté du commun, du banal. La culture comme la langue. Les mots qu'on emploie, ils peuvent être tout à fait ordinaires, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, comme on dit en politique, des éléments de parole qui sont donnés à celui qui va parler. Le maire ou le député, son collègue qui lui donne des éléments de parole. Et puis on peut tourner les paroles dans tous les sens, vous connaissez les sketchs. Et puis une parole publique, ça peut être aussi une promesse. Comme quand on dit à quelqu'un « je t'aime » et que... ça peut durer pendant des années. Ça peut être aussi une parole qui tue, ça peut être une parole qui blesse, ça peut être une parole qui fait du bien. Donc on a ça dans cette notion de publicité. Publicité, même chose. Publicité terrible, extraordinaire. Et en même temps, la publicité peut être très belle, très puissante, très forte. On y avait rêvé au début de la publicité. Je termine. On travaille dans nos recherches ici. Les recherches, on a développé... analyser 250 cas d'école, à peu près, de situations extrêmement concrètes. Et on le prend avec 6 indicateurs de connexion pour définir la richesse d'un écosystème. Donc, qu'est-ce qui va, ici, je l'interprète comme public. Le premier, quelle est l'interdisciplinarité? Donc là, vous êtes en plein dedans, je l'ai déjà expliqué, il n'y a pas besoin. Le deuxième, qui va ensemble au niveau du fondement, l'interacteur.
Donc si on est interdisciplinaire, ça veut dire qu'on porte aussi des disciplines, des savoirs, des professions, et on va travailler avec d'autres. Donc on fait ce croisement. Au lieu de dire simplement la rue et la rue, la maison et la maison, vous avez les arts de la rue, on m'a expliqué, on ne sait pas forcément très bien où ça commence, où ça finit. Normalement, l'architecture devrait être dedans, mais etc., etc. Donc ces questions-là, qui sont des questions importantes et sur lesquelles il faut vraiment toujours et toujours travailler pour ne pas refaire une clôture. Et puis, l'interlieu et l'intertemps. Alors l'interlieu, c'est évidemment ce sur quoi on peut travailler davantage. Or les murs, dans les murs, vous ajoutez sans doute aussi parfois sur les murs, hein, et ce croisement, où comme la peau a un dehors, un dedans, et en même temps une épaisseur, ce qui fait qu'elle est frontière et qu'on est capable de trier, n'est-ce pas ? Eh bien, un mur, c'est la même chose, il a un dedans, un dehors, et il est aussi frontière, et la rue, elle a ce dedans qui est dehors, et les limites de la rue, qui sont le dehors de la rue, mais qui sont le dedans des maisons. Et vous avez toujours cette dialectique entre le dedans, le dehors, et ce qui est la frontière du dedans et du dehors, qui est à vivre. Si la rue est passage, oui, mais vous avez dit, il faut se tourner, il faut sortir des flux qui écrasent tout, qui empêchent le vrai passage humain par le passage beaucoup trop rapide des véhicules ou même des gens qui doivent courir après leur métro. Mais la rue peut être aussi clôture, et elle est dans l'entre-deux, elle est cet aspect central, et les pots et frontières. Vous avez l'intertemps, là aussi, dans le festival, où on a tous ces éléments-là. On a à la fois la fête, cette verticalité du temps, et à la fois on a cette continuité. Elle est aussi interéconomie. La rue, c'est le lieu du commerce. Et il ne faut pas, parce qu'on est dans le domaine culturel, qu'on regarde avec un œil tout à fait méprisant le commerce. Parce qu'on fait aussi du commerce avec des œuvres d'art, pas seulement un commerce horrible, mais un commerce juste qui fait qu'un artisan, comme un artiste, peut gagner sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il offre quelque chose et que son travail est reçu comme tel. Le commerce, au sens de l'ancien français, avoir du commerce avec quelqu'un, c'est échanger. Et on ne peut pas échanger des paroles si on n'échange pas des choses. On ne peut pas échanger des choses si on n'échange pas des paroles. C'est ça le sens, normalement, d'un beau marché. D'un marché comme espace, d'un marché sous couvert d'espace, le marché couvert qu'on a dans certains villages, vous voyez, qu'on a encore, qui est aussi un des beaux symboles de l'espace public, avec cet aspect commerçant, mais commerçant au sens aussi de l'agora des Grecs, où on ne va pas faire la séparation. Ça, c'est la marchandisation, c'est horrible, etc. Tandis que ça, c'est la culture, c'est gratuit. Non. Nous sommes physiques. Je suis complètement contre la notion de patrimoine immatériel. Je crois que tout est physique. Comment un patrimoine pourrait-il avoir une âme s'il n'a pas de corps ? N'est-ce pas ? Tout est physique, sinon on ne peut rien comprendre à l'esprit. C'est dans mon corps que je peux dépasser mon corps. Il n'y a pas d'autre endroit. La notion d'immatériel est une négation stupide et abstraite. Et le dernier point... Ça n'empêche pas que vous pouvez jouer à l'équilibriste. Hein. Là, vous n'êtes pas immatériel. Vous pouvez faire... Et l'interpublic, j'ai du mal à mettre public avec un S. Quand on dit les publics, hein, je pense que là aussi, c'est une déperdition de la notion du public. Je le disais tout à l'heure, au théâtre, vous avez une action publique. On peut dire les temps, on peut dire les lieux, on peut dire les savoirs, les acteurs, les disciplines, mais les publics. Et le pire, le gros mot qu'on invente dans l'administration, c'est les non-publics. Hein. Si un théâtre est non-public, si un théâtre s'aperçoit qu'il y a du non-public, c'est le théâtre qui n'est pas public. Alors, il faut remettre les choses à l'endroit. Le public, c'est une action, c'est une interaction, c'est une responsabilité partagée. Donc interpublic, c'est ce que vous voyez, puisque vous allez chercher des passants dans la rue et vous essayez de les faire rêver, vous essayez de les faire rencontrer autrement. Donc vous allez chercher par définition même ce public le plus ouvert. Autrement dit, et je m'arrête là, je crois que j'ai fait déjà bien longtemps, nous avons tous à travailler les arts de l'hospitalité. Et la culture, c'est bien ça. Nous sommes hospitaliers jusqu'au dedans, nous sommes hospitalité jusqu'au cœur de notre cœur. Nous sommes à ce moment-là. Nous ne pouvons être
en situation d'hospitalité, pardon. Vous savez, dans les deux sens de l'autre. Il y a l'autre qui le reçoit et l'autre qui est reçu. Nous ne pouvons vivre cette dialectique. Je dis dialectique au sens de dialogue technique, fort, difficile, ardu, d'être accueillant et d'être accueilli en son cœur, que si on est accueillant et accueilli dans sa maison, dans sa rue, dans son atelier, partout où on est. Je vous remercie. Alors, on va vous proposer une intervention, en fait, que Bruno va venir en dire quelques mots et qui sera un rendez-vous après chaque plénière. Je remercie également, et je pense que nous sommes nombreux à le faire, à vous remercier, Monsieur Patrice Meyer-Biche, pour votre intervention et votre présence, et aussi votre réflexion et votre humanité pour ce combat pour les droits culturels et les faire partager en interaction aujourd'hui et puis toutes les autres journées qui vont suivre encore et qui nous attendent. Merci beaucoup. Alors peut-être avant quelques questions, on va vous proposer une intervention de deux piliers d'une compagnie, comédiens aussi d'ailleurs par ailleurs, la compagnie Aline et compagnie, qui est une compagnie d'improvisation, plutôt assez reconnue en France, voire dans le monde entier. Ils vont jusqu'au Canada parfois, et même ailleurs. Alors ils sont de Niort, nul n'est parfait, mais ils ont des attaches avec La Rochelle. Donc c'est Sébastien et Igor, et on leur a proposé de venir ponctuer les plénières de petites capsules, on a appelé ça capsules, petites réactions épidermiques ou très gentilles à ce qu'ils ont entendu, et de jouer avec ça, et de peut-être nous mettre à l'aise par rapport à nos interventions à nous après. On va voir. Voilà, c'est parti. Attends, je te laisse. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que vous m'entendez bien, ça va ? Parfait, très bien. Donc voilà notre vision de votre intervention. Ce qu'on a retenu. Excusez-moi. C'est un espace public, hein, c'est un jardin public même. Ouais, je fais le mur. Vous me permettez, on m'a demandé de faire un mur. Et 4 murs pour le théâtre, puis un toit pour les SDF. Vous allez clôturer l'espace public, quoi, en fait. Ah, je clôture pas, j'accueille, moi. Avec des murs ? Ah, c'est pas des murs, c'est une sculpture habitée, c'est différent. Ah. J'ai eu peur, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il va pas dans le bon sens. Oh non, Et comme il y en a 5, on sait jamais par où aller, en fait. Oh, ouais. Voilà. Mais je garde mon emploi, moi. Ah, faites ce que vous voulez, moi je fais corps avec mon mur. Bon, je dors avec lui, on se câline, on se caresse. C'est lui qui a fait mes mains. Hein. Moi quand j'ai des boulets, j'étais comme ça, paf. C'est lui qui m'a... C'est qui ça? C'est mon mur. C'est quoi ça? C'est mon mur. Ah ouais, vas-y raconte-moi. Ton histoire, elle m'intéresse. J'ai jamais entendu ça, toi. T'aurais dû. Non, parce que mon chef s'intéresse pas trop à... Enfin, si ce n'est au nombre d'heures que je fais, à part ça... Ah ouais, mais ça, c'est un mec qui a une conscience qui est vachement... C'est un gars qui a dû faire l'université. Non, il est dans la politique. Oh, il y en a aussi, pareil. Ah mais... C'est Zorro qui l'a dit. Moi, il y a un truc que j'aime bien lui dire de temps en temps, c'est... Vous faites n'importe qui. C'est banal, comme truc, ça. Ouais. En même temps, c'est pour tout le monde, hein.
Ben, j'ai compris que c'était de la banalité qu'il fallait que je parte. Étant donné que, bon, j'avais pas fait des grandes études, alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais être banal. Peut-être que je serai différent. Vous êtes banal, banal? Non, non, j'ai pris banal moyen, quoi. Ah, banal. Ah, vous êtes presque ordinaire, quoi. Ouais. J'ai l'uniforme, hein. Et gardien de parc, faut un uniforme, il paraît que ça unit. Au niveau de... Les toilettes publiques, là, je veux dire... Oh, non, c'est banal, mais c'est quand même du banal qui sent banalement bien. Bah, c'est parce qu'on a personne pour les nettoyer. Ah. Et puis comme tout le monde se les approprie, au bout d'un moment... C'est marrant, parce qu'un mur, on peut faire corps avec, des chiottes, on a moins envie. Bon, en tout cas... Et alors, vous êtes du métier? Duquel? Bah, celui que vous voulez. De quel métier? Oui, d'ailleurs, de quel métier vous êtes? Moi, je fais tous les métiers. Moi, j'ai déjà fait du théâtre, moi. Moi, j'ai déjà fait du théâtre, moi. Moi, j'ai tout vécu, moi. Ah ouais? J'ai tout vécu, moi. Ah, moi, j'ai tout fait. Moi, vous savez quoi, moi? Je suis le droit culturel incarné. Voilà. Moi, une fois que j'ai fini le mur, je fais autre chose, hein. Moi, j'ai une conscience, mon pote, c'est autre chose que votre patron, hein. J'ai même du mal à marcher tellement j'ai de conscience. Je ne sais pas quoi en faire. Fais gaffe que la pelouse a été refaite il n'y a pas très longtemps, il y a encore un peu... Ah, j'ai pas le droit de marcher sur la pelouse? En même temps... N'importe qui a pas le droit de marcher sur la pelouse, hein. Oui. Bon, moi, je suis n'importe qui. Bon, j'ai qu'à marcher. Voilà. En tout cas... Oui, que je peux peut-être changer les pancartes. Pelouse pas interdite. Non, changez, mettez des panneaux, mettez des tableaux de maître. Mettez des tableaux de maître à la place. Faites un tableau avec, je sais pas moi, Jésus qui marche sur la pelouse, par exemple. Tiens, Jésus qui marche sur la pelouse. Incroyable, ça. Personne n'a le droit sauf lui. Oh, ça marche. Oui, mais enfin, ceux qui veulent pas de religion, comment on... Hein? Eh bien, choisiront, ils lui feront une petite moustache. Voilà, ils décideront des poils sous les draps, le truc. Ils se débrouilleront, quoi. De toute façon, ça donne un tableau de maître. Vous l'avez pas acheté? Non. Vous avez discuté, vous avez parlé, vous avez dit, oh, il est beau. Oui, c'est la parole, vous avez payé en parole, quoi. Ah oui, vous êtes déjà en marché de l'art, mon pote. Ah non, c'est bien. Oui. Bon, demain, je vous fais un petit Monsieur, billet. attendez, parce que... Vous avez senti, c'est ça? Oui, d'accord. L'immatériel, c'est justement. À l'intérieur, je ressens des choses. Allez, protégez votre extimité. Hein? Allez, viens, on va pisser ensemble. Allez. Qui vont passer dans les ateliers. Donc voilà, faites attention parce qu'ils vont passer parmi vous dans les ateliers. Ils ont le droit de libre circulation et ils reviennent à la prochaine plénière. Merci. Voilà, donc on va continuer donc sur l'intimité et l'extimité. Avec tout d'abord, si vous avez envie de poser une question à Patrice Meyer-Biche, avant qu'on parte en atelier. C'est le moment de le saisir. Et il est passé. Vous avez donc les ateliers où justement vous allez aussi pouvoir poser des questions si vous préférez en plus petit groupe. C'est vrai que ça peut être impressionnant le nombre. Il y a donc 5 ateliers avec des référents, un référent et un animateur par atelier. Vous avez été répartis donc alors au niveau de l'atelier numéro 1, et puis vous me corrigez si je me trompe, c'est donc Françoise Guillaumont et Serge Calvier qui seront dans cet atelier-là. Vous avez donc dans l'atelier numéro 2, vous avez Laetitia Laforge qui sera en référente, Laforgue, et Mathurin Gasparini en animateur. Est-ce que tout le monde voit qui sont les personnes? J'imagine peut-être que oui, peut-être que non. Voilà, donc n'hésitez pas, Mathurin. Voilà, au niveau du groupe,
Comme ça, on fera des départs groupés. Attention, il les prépare pour les ateliers. Ah bon, voilà. Pendant que Jacques pose sa question, les référents et animateurs de chaque groupe pourraient venir se mettre devant, dans un silence religieux, comme ça après on les repère. Hein? Oui. Non, j'ai pas une question, non. Non, j'ai juste lu un livre, monsieur, qui s'appelle Nous. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Nous. Donc il paraît que nous, c'est pareil que je. Voilà, ça m'a intéressé. Après, j'en ai lu un autre qui s'appelle Le droit à l'identité culturelle heureuse, non? François Julien, vous ne connaissez pas? Est-ce qu'il y a une différence entre vous et François Julien dans l'appréciation? Parce que lui, il parle de l'antre. Je sais pas, il dit qu'il n'y a pas d'identité. C'est ce qui compte, c'est l'écart. Vous pouvez dire deux mots parce que moi. Des grandes questions. Le nous, il y a Nietzsche qui disait que le peuple est antérieur à l'individu. Le nous est antérieur, parce qu'effectivement, nous sommes une collectivité de personnes au-dedans de nous, mais n'empêche qu'il faut quand même faire une unité. Donc François Julien, dans son tout petit livre qui est sur la diversité culturelle, effectivement, où il dit l'identité culturelle n'existe pas. Alors, c'est un peu embêtant. Identité, c'est un terme logique. De dire que l'identité, ça n'existe pas, il faut le fonder. Si je dis l'immatériel, ça n'existe pas, je suis logique, puisque c'est une double négation. Mais l'identité, on a besoin d'une identité. Il dit l'identité culturelle. L'identité culturelle, c'est quoi? C'est une identité qu'on cultive. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que l'identité culturelle nationale n'existe pas. Alors là, on peut le suivre, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait juste quand même. L'identité française comme quelque chose qui serait essentiel n'existe pas. Mais il faut quand même une identité politique. Je prends un exemple plus facile, je prends l'exemple de mon pays, la Suisse. On a 4 langues officielles et beaucoup plus. On a 26 États et demi-États, etc. On a une identité politique qui est le fédéralisme, diamétralement opposé à l'identité française qui est très centraliste. Donc ça, c'est une identité politique avec ses avantages et ses inconvénients. Mais ce n'est pas la langue française qui fait l'identité française. Elle y contribue. Et c'est toutes les langues qui sont parlées ici qui y contribuent. Voilà. Donc il faut garder la notion. On ne peut pas démolir un mot aussi grand. Tu vois? Alors je le suis sur le reste, c'est-à-dire quand il parle d'écart. Au lieu de dire la différence, on parle d'écart. Et ça c'est juste parce que la différence, ça fait assez violent. Il y a la majorité, il y a les minorités. Moi je veux être différent. La diversité, c'est que tout est de 1000 façons différentes. Voilà. Mais mon identification, c'est une sacrée responsabilité d'avoir une identité. Oui, mais une identité qui est justement hospitalière. C'est ce que disait Lévinas. Une identité hospitalière, pourquoi? Parce que j'ai une langue riche. Une langue riche, c'est un lieu de communication. Parce que j'ai une activité, je ne sais pas quoi, de cuisine qui est riche, n'est-ce pas? Disons de repas, disons qui est riche. Eh bien, c'est un lieu de communication. Parce que mon identité, c'est d'être marié, c'est un lieu de communication. Mon identité, c'est d'avoir 3 enfants, c'est un lieu de communication. Mon identité, c'est d'appartenir à une région, à un pays, avec une responsabilité, c'est un lieu de communication. Voilà. Mais l'identité, c'est un grand écart, parce qu'on doit y mettre ensemble des choses qui sont très différentes. Voilà, je ne sais pas si... Vous nous dites que l'immatériel n'existe pas. Alors, où vous placez l'imaginaire et le rêve qui nous animent pas mal dans nos métiers, quoi? Ils l'ont bien montré tout à l'heure, dans le mur. Non, l'imaginaire, c'est moi qui imagine. J'imagine avec mon ventre, j'imagine avec ce que j'ai dans les yeux. Ce que j'ai dans les yeux, c'est quoi? C'est tous ces tableaux de maître que j'ai vus, c'est les pelouses, c'est les murs, c'est tout ce que j'ai vu, c'est tous ces visages magnifiques que j'ai vus, c'est des gens qui ont pleuré que j'ai vus, c'est ce que, en lisant un livre, j'ai vu quelqu'un pleurer, même si il était seulement décrit et qu'il n'y avait pas une photo, n'est-ce pas? Mais tout ça, ça tapisse ma sensibilité, tout ça, c'est ma mémoire, elle est physique, ma mémoire. Il ne faut pas être alternatif. Ou bien c'est matériel, ou bien c'est pas matériel.
Qu'est-ce que c'est le spirituel? Il faut l'appeler. Mais comme on dit spirituel, alors on va dire que c'est religieux. Mais non, le spirituel, ça veut dire que je suis capable de déployer dans la singularité de mon espace-temps, je suis capable de déployer un espace-temps qui a quelque chose d'infini. Je peux prononcer une promesse qui peut valoir sur une dizaine d'années. Je peux être complètement bouleversé par une vieille statue grecque, etc., etc. Je peux, dans un tas d'encre sèche sur du papier, c'est-à-dire un livre, un texte, je peux être complètement bouleversé par ça et apprendre à vivre à cause d'un livre. Voilà. C'est ça, le spirituel. Vous ne pouvez pas détacher le contenu du livre. Oui, vous pouvez reproduire, faire beaucoup de livres, n'est-ce pas? Mais il en faut un. Vous pouvez le mettre en numérique, mais le numérique, c'est du matériel aussi. Voilà. Notre corps parle. Voilà. Et si le corps ne parle pas, vous pouvez aller chercher où est l'esprit. Quand je dis le corps parle, les pierres parlent. Hein, et ça, vous le savez. Les plantes parlent, les animaux parlent, ils parlent à mon animalité. N'est-ce pas? Le feu me parle, parce que j'ai du feu aussi en moi, etc. Et donc j'ai besoin, c'est vraiment Bachelard, c'est vraiment la puissance qu'il y a dans les choses. On a besoin de cette dynamologie psychique, il appelle ça, c'est-à-dire il y a du contraste dans les choses. Le feu qui brûle et qui est tendresse. Moi aussi je brûle et je suis tendresse. Donc j'ai besoin du feu pour comprendre, j'ai besoin du feu pour parler à mon ami. J'ai besoin du feu pour habiter ma maison. Comme j'ai besoin de l'eau, qu'est-ce qui n'aurait pas besoin de l'eau? Pour écrire un poème, Bachelard il dit aussi, je dois écouter le fluisme du ruisseau, l'eau qui coule les galets comme des mots tout ronds. Et ça m'apprend, moi aussi, à arrondir les mots, à les polisser. Ouais. Merci beaucoup.